Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée sur la ville lumière, la ville de Paris. De tout temps, depuis la création des premières cités archaïques, celles-ci furent dédiées, construites, orientées sous les auspices de cet astre mystérieux et fécond qui se levait le matin mais disparaissait le soir pour renaître plus radieux que jamais le lendemain matin. Au gré des monuments élevés dans son sillage, nous vous proposons, Christophe et moi-même, de suivre son parcours d'est en ouest dans Paris. Car de même que le soleil se lève à l'Orient, vous connaissez la suite. Pour ne pas nous perdre en chemin, nous allons suivre une voie tracée, rectiligne comme le soleil, une voie souterraine, métropolitaine, initiée par l'ingénieur Fulgence Bienvenu. Ah, Fulgence, quel beau prénom bien français, créateur en 1900 de la première ligne de métro parisienne, le voici, lors d'une exposition universelle. Elle partait de la Nation jusqu'à l'Étoile. Beau programme. Elle fut prolongée plus tard, vu son succès, du château de Vincennes à la Défense. Il est dit qu'Isis, dans sa quête d'Osiris, avait fait elle aussi le même voyage, en suivant les méandres de la Seine dans sa barque solaire. Bar Isis, bar signifiant barque en égyptien, et par signifiant temple en égyptien. Alors, par Isis la visite. C'est elle qui a inspiré l'emblème de la ville de Paris, sous Napoléon. On la voit ici, sur l'emblème, à l'avant du bateau, toute petite, surmontée d'une étoile, entourée d'abeilles. Fluctuat nec mergitur, elle tangue, mais ne sombre pas. Bien, en voiture, attention à la fermeture des portières, ligne numéro 1 et ses stations remarquables. Tout d'abord Château de Vincennes, son bois et ses chênes, Nation et sa place dédiée à la République, Bastille et sa colonne, Hôtel de Ville et sa grève, Châtelet et sa fontaine aux palmiers, puis le Louvre et sa pyramide, les Tuileries, ses jardins et son carrousel, la Concorde et son obélisque, les Champs-Élysées et son rond-point. Après avoir salué deux frères, Franklin et Roosevelt, à la station du même nom, ainsi que, un peu plus loin, Georges V, un autre frère, franchissons l'inaccessible étoile, inaccessible par tant d'embouteillage, son arc de triomphe et sa flamme éternelle. Ah, j'oubliais, dans tout parcours initiatique, il y a toujours un pont à franchir. Alors hâtons-nous de passer le pont de Neuilly, car déjà le soleil se couche derrière la Défense et son parvis. Terminus du Decumanus, nom latin de l'axe est-ouest, donné par les Romains lorsqu'ils concevaient une nouvelle ville, l'axe nord-sud étant appelé le Cardo. Bien, entrons dans la voie qui nous est tracée. Zoom arrière et reprenons derrière le château de Vincennes, dans le bois. Dans un parcours initiatique, il faut toujours une forêt ténébreuse. Alors, cherchons un chêne, symbole de force et de sagesse. Non, un chêne. Non plus. Ah, voilà. D'après la tradition, Saint Louis y rendait la justice à l'aube, ou plutôt à l'abri de ses ramures, qui formaient un temple naturel. À l'instar des druides, qui vénéraient cet arbre, symbole d'immortalité. Au solstice d'hiver, il cueillait sur son tronc le gui, qui, une fois coupé, devenait doré comme le soleil. Symbole de paix, on déposait les armes à sa vue. De nos jours, on continue à s'embrasser sous le gui à Noël, en souvenir de cette tradition. Mais il est temps de se mettre en route. Après ce moment de tendresse du solstice d'hiver, il est temps de contourner le château médiéval et d'emprunter l'avenue de Vincennes, anciennement avenue du Trône, inaugurée par Louis XIV pour célébrer son mariage, conclu à Saint-Jean-de-Luz avec Marie-Thérèse.
Arrêtons-nous devant les 2 colonnes qui marquent l'entrée de la place de la Nation, l'entrée dans Paris. Cette ancienne barrière de l'octroi nous rappelle l'entrée de notre temple, à l'image du temple de Salomon, avec les colonnes B et J, ou JB pour les amateurs de whisky, ici couronné de 2 statues. On reconnaît Saint-Louis, qui a quitté son chêne au sud, épée en haut, et Philippe-Auguste au nord, épée en bas. Le ciel et la terre, la spiritualité et le temporel, la beauté et la force, qui nous permettent d'entrer en sagesse au centre d'un immense zodiaque d'une 12aine d'artères. Une allégorie de la République, tournant le dos à la royauté, sur son char triomphant, nous indique la direction à prendre. Notre regard d'initié est attiré par de nombreux détails maçonniques. En nous approchant, on peut apercevoir, notamment au pied du monument, cet Harpocrate, jeune dieu représentant Horus enfant, les bras chargés d'instruments d'architecture, niveaux, équerres, compas, fil à plomb, un vrai tapis de loge. Et au-dessus de lui, ce forgeron, robuste, vêtu de son tablier, probablement un fils de Caïn. Nous le retrouverons plus tard, accompagné de ses frères dans le jardin des Tuileries. Grâce à la magie des cartes postales anciennes retrouvées par Christophe, notons à l'époque la présence de crocodiles au premier plan, crachant de l'eau et alimentant un bassin entourant la statue, aujourd'hui disparu, fondu par les Allemands durant l'occupation pour en faire des canons. Ils défendaient la République, elle est restée debout, ils ont disparu. Devant elle, en selle sur un lion, un porteur de lumière, sa torche en témoigne, littéralement Lux Ferrer, Lucifer. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que son sens a été dévoyé et que l'on a prêté à cet ange déchu des penchants sataniques. Pour l'heure, il nous indique le chemin du faubourg Saint-Antoine. Il nous invite à rejoindre un autre Lucifer, porteur de lumière, juché sur sa colonne à la Bastille, encore plus aérien, encore plus solaire, tout doré, tout ailé. Il a tout du messager des dieux, protecteur des voyageurs. Faisons confiance à cet Hermès. Il nous enjoint d'aller plus loin, toujours plus loin vers l'ouest, orné de son étoile. Il n'est pas inaccessible. Un escalier hélicoïdal impressionnant, à l'intérieur de la colonne, permet d'atteindre le sommet, mais par plus de 200 marches tout de même. Sous son piédestal, orné de 12 étoiles, de 4 coqs, de 24 gueules de lion, au centre d'un nouveau zodiaque, de 12 rayons, 6 rues, 5 boulevards et un passage, un mausolée, où sont enterrés les insurgés de 1830, tombés pour la République lors des Trois Glorieuses. Les dépouilles des combattants qui reposent dans cette crypte sont curieusement mélangées avec des momies rapportées d'Égypte par Bonaparte, en piteux état, volontairement associées avec les combattants de Juillet. Elles se reposent encore aujourd'hui, entourées de leur mystère. Mais poursuivons notre chemin. Nous arrivons à la station Saint-Paul. Nous passons devant la chapelle Sainte-Marie et sa coupole byzantine et son portail, aussi rouge que l'église Saint-Paul un peu plus loin. Rappel alchimique de l'œuvre rouge des demeures philosophales. Nous atteignons la station Hôtel de Ville, là où les bateaux des nautes, emblème de la ville de Paris, accostaient place de Grève, pour décharger le bois, blé, vin et toutes sortes de marchandises. Saluons les compagnons du devoir, à côté de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, dans leur maison, où sont exposés leurs chefs-d'œuvre, et nous atteignons l'hôtel de ville. Alors montons sur les toits pour y admirer les sphinges, version féminine des sphinx qui y règnent, et redescendons à Châtelet, par l'avenue Victoria, où de nouveaux sphinx, version masculine des sphinges, agrémentent la fontaine aux palmiers,
d'inspiration fortement égyptienne. Décidément, l'ombre d'Isis, vierge noire à l'enfant, marque la ville de son empreinte. L'obélisque au milieu de la fontaine marque l'axe nord-sud de la ville de Lutèce. On peut de ce point névralgique descendre vers le sud, par la rue Saint-Jacques, pour atteindre, avec un peu de patience, pourquoi pas Compostelle, en démarrant de la tour Saint-Jacques, bien sûr. Mais ne nous égarons pas, nous continuons vers l'ouest, toujours plus à l'ouest. Nous atteignons l'arrière du Louvre, en y pénétrant par la discrète, calme et secrète cour carrée, le saint des saints d'un temple solaire, où rien ne manque. Sculpté dans la pierre, de nouveau Isis, coiffée de la lune, ici associé à l'Inca Manco Capac, dieu du soleil péruvien. Le coq, symbole de la lumière, y tient une bonne place sur une autre façade, entouré d'un ouroboros, serpent qui se mord la queue, symbole du temps cyclique. Le président Macron, lors de son investiture, ne s'était pas trompé en choisissant ce lieu au soleil couchant. Il était apparu tel un jeune pharaon, seul, par cette cour carrée, contournant lentement la pyramide de paix et ses bassins. Il s'était présenté dans la cour Napoléon, cœur du temple, devant la foule profane, massée sur le parvis, derrière des balustrades, dans le jardin des Tuileries. Devant lui, le carrousel, le grand miroir du bassin des Tuileries, l'obélisque de Luxor, au centre de la place de la Concorde, avec au loin les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, l'inaccessible place de l'Étoile, inaccessible aux heures de pointe. Nous avons là ce que d'aucuns appellent la plus belle perspective urbaine du monde. Une avenue parfaitement rectiligne d'un peu plus de 9 kilomètres, respectant la course du soleil, bâtie, conçue par des puissants, des rois, des empereurs, des présidents, des architectes, des paysagistes, des reines, des cardinaux, au gré des siècles, des aléas climatiques, des incendies, des projets abandonnés, revus, corrigés, pour arriver miraculeusement à un résultat cohérent, symboliquement cohérent. Quand l'obélisque, offert à la France après un long voyage de Thèbes à Rouen, arrive enfin à bon port à Paris par la Seine, il prend naturellement sa place d'Axis Mundi, d'axe central, à égale distance nord-sud des deux centres du pouvoir, l'Assemblée nationale et le temple dédié à l'armée, qui deviendra l'église sans clocher de la Madeleine, et dans l'axe est-ouest à égale distance entre l'Arc de Triomphe et le Carrousel. Est-ce un hasard? Au solstice d'été, dans cet immense temple ouvert du côté de l'Occident, les rayons rougeâtres du soleil couchant passent au-dessus de l'étoile et de l'obélisque, traversent l'arc du Carrousel, pour aller toucher dans la cour carrée le cercle où s'élevait l'ancien donjon du château du Louvre. En sous-sol, on peut admirer les vestiges impressionnants du mur de soubassement de la tour, à côté de la moderne pyramide inversée. Tout est orienté. Tout se tient par le cardo et le decumanus. Les Romains construisaient des villes à l'aide d'un pieu et de son ombre portée par le soleil. Les Égyptiens, les Péruviens faisaient de même. Les bâtisseurs de cathédrales définissaient l'orientation, puis ajoutaient des carrés et des cercles. Les flèches des cathédrales témoignent de ce départ de construction et de son processus. Pour conclure la perspective, après plusieurs projets abandonnés sous Pompidou et Giscard, on vit apparaître, au milieu des tours de verre, cet immense cube de marbre blanc, légèrement décalé de 6 degrés 33, ouvert sur l'ouest et agrémenté sur son toit terrasse
d'un immense zodiaque. Son architecte, von Spreckelsen, le décrit ainsi. Un cube ouvert, une fenêtre sur le monde, une grande arche de la fraternité. Quant au zodiaque, son auteur, Jean-Pierre Reynaud, en parle ainsi. Intervenir en tant qu'artiste sur une architecture majestueuse et monumentale, c'est s'insérer et non rivaliser avec elle. J'ai proposé à nos sens l'approche universelle de ce dessin qui fait partie de l'aventure de l'homme, la carte du ciel. J'ai donc inscrit dans l'édifice l'orientation précise de la carte du ciel, en marquant l'est, degré 0 du bélier, le premier jour du printemps. J'ajoute, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour terminer le voyage, nous pourrions redescendre sur les Champs-Élysées et se reposer comme les héros fatigués, les demi-dieux de ce tableau, qui faisaient une halte dans les temps mythiques avant de retrouver l'Orient éternel, la sérénité. Ou alors, comme des aventuriers insatiables, s'élever à la manière d'Icare, survoler d'abord l'axe majeur de Beaufil, à Cergy-Pontoise, Ricardo Beaufil qui nous a quittés récemment, puis suivre les pointillés des alignements de Carnac, orientés est-ouest également, et descendre en piqué sur Stonehenge, passer la porte basse, puis reprendre de la hauteur, toujours plus à l'ouest, rejoindre les Amériques, visiter les cités du soleil du Pérou, admirer vu de haut les terrasses du Machu Picchu. On a découvert récemment sur le flanc de la montagne, en face de la cité, une petite cavité, ne laissant la place qu'à une seule personne, agrémentée d'un banc de pierre et d'une meurtrière. Elle ne laissait passer qu'un rayon de soleil au couchant du solstice d'hiver. Dans quel but ? Je n'ai pas de réponse. Cet homme égaré non plus. Voici maintenant, à 2000 km du Pérou, perdu au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Pâques, l'ancien royaume mythique de Mu, l'Atlantique de l'océan Pacifique, où des géants de pierre, alignés le long de la côte, aux yeux désormais creux, scrutent l'horizon au soleil couchant. Ils attendent l'improbable retour de leurs ancêtres polynésiens sur leurs pirogues à balancier. Il est dit qu'un jour d'orage, de soleil et de pluie, ils apparaîtront au pied d'un double arc-en-ciel, over the rainbow. Laissons chanter Israël Kamaka Vivo Ole, dit Is, pour conclure. Le soleil se lèvera demain, mais nous serons loin, déjà très loin. Dreams that you dream of, dreams